Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles comme vous l'avez été durant l'année 2022. Ce soir, c'est notre dernière émission annuelle et nous ferons donc un bilan de l'année 2022 que je vous propose autour de 4 grandes thématiques. La première concernera l'économie. Nous avons vécu la guerre en Ukraine. Nous avons eu et vu quelles conséquences il y a eu sur le pouvoir d'achat avec une augmentation de la pauvreté. On va y revenir. Et que par ailleurs, il y a eu un événement important également sur le plan économique. Il s'agit de la route du Rhum. Nous ferons un premier bilan au regard des données de l'INSEE sur les incidences positives ou négatives concernant l'économie, en particulier le secteur du tourisme. Sur le plan social, 2 grandes thématiques alimenteront notre réflexion. Tout d'abord, il nous faut faire le point sur les soignants suspendus. Dès janvier 2022, il y a eu quasiment de manière hebdomadaire, le samedi, des mobilisations en soutien au personnel soignant et cette problématique est toujours d'actualité. Comment a-t-elle évolué? Et nous parlons également, sur le plan social, de la violence à la Guadeloupe, puisque l'année 2022 a été particulièrement inquiétante en faits divers, mais également la route a été particulièrement accidentogène. Au moment où nous faisons cette émission, on en est à 48 morts. Nous verrons ensuite l'aspect politique. Chronologiquement, nous verrons depuis les élections présidentielles jusqu'aux législatives et l'appel de Fort-de-France au mois de juin dernier. Nous verrons également sur le plan culture et sport, écoutez, la route du Rhum comme événement sportif, mais sur le plan culturel, on ne pouvait passer sous silence l'élection de Miss Guadeloupe à Miss France. Je vous propose par conséquent de commencer avec notre rubrique économique autour de la question la guerre en Ukraine, quelles ont été ses conséquences, puisqu'il y en a eu plusieurs. Concernant la guerre en Ukraine, qui a débuté en février 2022, l'inflation, la conséquence sur l'économie guadeloupéenne a été d'abord une augmentation importante de l'inflation. 2021, 1,7, 2022 en tout cas, si on se réfère au 3e trimestre, cumulé 3,5% d'augmentation. Vous aurez compris que même s'il s'agit d'un événement qui, sous le plan géopolitique, est lointain, mais il a eu des conséquences très importantes sur la pauvreté à la Guadeloupe. Et je vais donc vous donner quelques chiffres qui sont disponibles sur le site de l'INSEE et qui ont été publiés en décembre 2022. À l'heure actuelle, 34% de la population, donc plus du tiers de la population guadeloupéenne, vit en deçà du seuil de pauvreté par rapport au barème national. Ce qui veut dire qu'actuellement, ce barème est à 940 € et nous avons 34% des Guadeloupéens qui, à la suite justement de cette guerre d'Ukraine et de l'augmentation de la tendance inflationniste qu'elle a générée, vivent en dessous du seuil de pauvreté. En allant plus loin, il y a maintenant 14% des Guadeloupéens qui vivent dans le seuil de très grande pauvreté. Seuil de très grande pauvreté voudrait donc dire que ce qu'on appelle les privations qui sont liées à cette situation de grande pauvreté touchent maintenant 14% de la population. Et je rappelle que ces privations concernent, elles sont physiologiques. Les gens ne peuvent pas manger, en tout cas correctement, ou mangent dans des conditions qui ne sont pas favorables à leur santé en raison des faibles moyens qui leur permettent de diversifier la nourriture, donc privation physiologique. 14% de la population guadeloupéenne est en situation de privation matérielle, privation de loisirs, privation monétaire, ne peut pas faire face à ses dettes, privation sociale,
Donc, j'en passe. Il n'empêche qu'il y a maintenant une situation qui, avec la guerre d'Ukraine, s'est considérablement aggravée. Et entre la très grande pauvreté et la pauvreté, il y a ce qu'on appelle les agents, en tout cas membres de la population, qui sont en situation dite de privation matérielle ou monétaire sévère. Ça veut donc dire que aussi, même s'ils travaillent, n'ont pas forcément les moyens de pouvoir, sur le plan matériel, subvenir à leurs besoins. Et sur le plan monétaire, bien évidemment, ils ont des difficultés à faire face à ce que l'on appelle les imprévus financiers. Donc vous aurez compris que la guerre en Ukraine, qui a eu des répercussions sur tous les secteurs de l'activité, au point qu'on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de la guerre en Ukraine, une forme de profitation de la situation, pour utiliser notre terme créole, profitation de la situation pour augmenter les prix. Maintenant, vous avez le bouquet à soupe qui est passé de 2 € à 4,50 €. Bon, quelles sont les conséquences, même si on peut penser qu'il y a des intrants qui sont plus chers au niveau des agriculteurs, mais qu'est-ce qui explique qu'un bouquet à soupe passe de 2 € à 4,50 €? La baguette traditionnelle a également augmenté de près de 20 centimes d'euros, suivant les boulangeries. Donc, il y a eu, tout simplement, et c'est un des événements marquants sur le plan économique en 2022, cette précarisation et surtout cet appauvrissement d'une frange de plus en plus importante de la population. Maintenant, toujours dans le secteur économique, il y a la route du Rhum, la relance de l'économie. Cette manifestation a-t-elle pu relancer l'économie? Il sera difficile de répondre puisque la publication de l'INSEE, qui est récente, qui date du 28 décembre 2022, arrête ces statistiques fiables au mois d'août 2022. Et c'est vrai que quand on analyse ces statistiques autour de deux critères, deux indicateurs, d'une part le nombre de nuitées et d'autre part le chiffre d'affaires, le nombre de nuitées fin août 2022 était plus important déjà que par rapport à août 2021. Un peu plus de 130 000 en août 2022. Par ailleurs, en ce qui concerne le chiffre d'affaires, on constate qu'il augmente de 25% à la même date, en août 2022, 25% pour l'hôtellerie et 15% pour la restauration. Donc avant la route du Rhum, il y avait déjà sur le plan touristique une tendance à la reprise de l'activité dans ce secteur. De manière plus globale, quand on interroge les chefs d'entreprise et que l'on calcule l'indice du climat des affaires, c'est ce qui permet d'anticiper sur la volonté des acteurs économiques qui investissent d'investir réellement. Il est en tout cas en août 2022, il est de 116. C'est l'un des plus élevés puisque même par rapport à 2019, l'indice du climat des affaires en août 2019 était autour de 106. Maintenant, quand on pose la question aux chefs d'entreprise, mais qu'en sera-t-il de la tendance inflationniste? Et la majorité disent que s'agissant de 2023, il reste très prudent puisque cette tendance inflationniste n'est pas près de s'arrêter. Les coûts de l'énergie vont certainement avoir un impact très négatif sur l'activité globalement. Et si 2022 s'est caractérisé pour certains secteurs, en tout cas en particulier celui du tourisme, par une reprise de l'activité et la route du Rhum, vraisemblablement, on peut déjà l'anticiper, apportera un certain nombre d'avantages, en tout cas d'acteurs économiques qui auront une propension plus importante à dépenser dans le domaine du tourisme. Les chiffres de l'aéroport du Rezé qui a atteint les 2 millions, un peu plus de 2 millions
montrent qu'il y a eu ce regain d'activité. Toutefois, il faut dire qu'en 2023, la situation, pour l'instant, s'annonce plutôt stable. Il n'y a pas de perspective particulière de recul de la pauvreté. Et ainsi que nous l'avons démontré lors d'une émission sur Éclair TV, une émission précédente, même s'il y a eu des acteurs économiques, dit-on, autour de 100 000 supplémentaires qui sont venus dépenser et qui ont donc injecté sur le plan initial des masses financières à la Guadeloupe, les touristes en particulier, ou ceux qui tournent autour du tourisme et de la route du Rhum, la question essentielle, et j'espère qu'elle sera mieux approfondie avec le recul en 2023, est de savoir, lorsqu'un touriste dépense 1 000 € à la Guadeloupe, combien sur ces 1 000 € restent effectivement dans le circuit intérieur guadeloupéen et combien s'en vont dans le cadre des fuites économiques. Tout simplement, cette question est d'autant plus pertinente que nous importons 90% de ce dont nous avons besoin, de ce dont nous consommons, et que beaucoup de sociétés ont des filiales à la Guadeloupe, mais les sommes, le chiffre d'affaires de la Guadeloupe va dans un chiffre d'affaires global par rapport à d'autres actionnaires. Donc, une année 2022 marquée par une grande pauvreté, une accentuation de la pauvreté, marquée également par une reprise de l'activité de manière globale, une baisse légère du chômage, mais je viens de vous démontrer que ce n'est pas parce que l'on travaille que forcément on vit de son travail. Et il n'y a pas de paradoxe à ce que le chômage diminue et que la pauvreté augmente, puisque si le coût de la vie augmente, bien écoutez, le SMIC que vous touchez, a fortiori ceux qui sont à 940 €, vont se retrouver dans une situation où ils auront de plus en plus de difficultés à satisfaire leurs besoins, et je vous ai listé les besoins qui vont des besoins physiologiques aux besoins de loisirs, ils auront du mal à satisfaire cet aspect-là. Donc, je vous propose, puisque nous avons terminé avec la rubrique économique, que nous puissions passer maintenant à la situation sociale en 2022. Que s'est-il passé, en tout cas, que peut-on retenir en priorité ? Je vous propose de faire un point sur la situation sociale à travers l'analyse de deux événements. D'une part, la mobilisation au profit des suspendus, mais également l'émergence d'une violence qui nous interpelle tous. Concernant les suspendus, pendant la quasi-totalité du premier semestre 2022, il y a eu des mobilisations hebdomadaires à l'appel du collectif. Il y a eu des rencontres avec les élus. Il y a eu des interventions au niveau national. Même localement, on a vu qu'il y avait un ancien directeur de l'ARS guadeloupéen, mais dont j'ai expliqué qu'il ne pouvait pas faire grand-chose en tant que haut fonctionnaire, pas plus que ne pourra faire grand-chose en 2023 l'actuel directeur. La problématique est arrivée au niveau national, a donné naissance à des échauffourées même au sein de l'hémicycle. Et donc, à la date d'aujourd'hui, la France reste, au 31 décembre 2022, le seul pays à ne pas réintégrer ses soignants. Le dernier pays l'a fait il y a 5 semaines, il s'agit de la Grèce, qui, par une loi, a réintégré les soignants qui étaient suspendus. Combien de temps la France pourra-t-elle rester isolée? En tout cas, le seul État européen à marginaliser les soignants qui ne sont pas vaccinés. Et je voudrais rappeler que l'argument sur lequel, le double argument sur lesquels s'appuie l'actuel ministre de la Santé, c'est de dire qu'il faut que ce problème ne soit plus politique, mais que le problème soit scientifique, et qu'il n'y avait sous les 320 000 infirmiers et infirmières que moins de 600
qui étaient concernés, dont près du 5e à la Guadeloupe. Premier argument, donc la faiblesse de ceux qui ne sont pas vaccinés ne justifie pas une décision d'ordre législatif. Et puis par ailleurs, deuxième argument, cette affaire n'est pas politique, mais elle est scientifique et éthique. Donc, toutes sortes d'institutions, à la fois éthiques et scientifiques, ont été consultées et doivent donner leur avis. Je parle de la Fédération hospitalière, du Comité national d'éthique et de l'institution ayant remplacé le Conseil scientifique. En 2023, j'ai peine à croire que la France pourra continuer à rester dans son isolement. Les autres pays, et rappelez-vous qu'avant la Grèce, il y avait la Finlande et le Danemark, ils réintègrent leurs soignants avec bien évidemment un suivi contraignant pour ces soignants puisqu'ils doivent faire des tests très régulièrement. J'ai peine à croire qu'en 2023, la France restera dans une position arc-boutée autour du paradigme que ce n'est pas un problème politique, que c'est un problème scientifique. Pour tous les autres pays d'Europe, ça a été un problème politique. Il n'y a pas de raison qu'en France, mais écoutez, au moins le législateur, tout au plus l'exécutif, par l'intermédiaire du pouvoir réglementaire, ne prenne pas ce problème et ne le règle pas, en tout cas en 2023 définitivement. Nous attendrons sur l'évolution des événements, mais la position de la France, ne serait-ce que par rapport à l'Europe, me semble de plus en plus difficile à tenir sur le caractère intransigeant visant à exclure ceux-là même qui n'ont fait aucune faute professionnelle, qui sont dans la plus grande des précarités et qui refusent tout simplement de prendre un vaccin dont les effets, et maintenant c'est prouvé, diminuent avec le temps, puisque à tous ceux qui ont pris leur 3e dose, on leur demande de prendre une 4e dose. À côté de la problématique des soignants, en 2022, il y a eu l'émergence de la violence à la Guadeloupe. Alors, 48 morts sur les routes, ce qui, ramené à la population, fait de nous le 4e département le plus accidentogène. 14 exécutions sommaires, dont 2 la nuit de Noël, liées aux problématiques du règlement de comptes souvent entre bandes. Et l'INSEE publie des chiffres concernant la violence 2022. La Guadeloupe est quand on pose la question, en tout cas on fait un classement sur les territoires les plus sûrs. La Guadeloupe, je devrais dire, n'est que le 9e territoire le plus sûr. Ça veut dire qu'il y a avant nous 9 territoires qui sont plus sûrs. Si on inverse le classement, eh bien écoutez, nous sommes, après Mayotte et la Guyane, le 3e territoire, puisqu'il y en a 11, le 3e territoire le plus violent de l'outre-mer. Quand on fait l'analyse, et là je me réfère toujours à l'INSEE, nous sommes sur les 107 départements, en comptant bien évidemment ceux qui sont au niveau de l'outre-mer, nous sommes le 95e département le plus sûr. Ça veut dire qu'il y a sur l'Hexagone et l'outre-mer, où il existe encore des départements et des régions, nous sommes actuellement avec 94 départements de l'Hexagone qui sont plus sûrs que nous. On est donc dans les départements les plus violents de l'Hexagone. Et même si ces statistiques laissent voir que les vols, les cambriolages ont diminué, ce que l'on peut comprendre, en tout cas, puisqu'il y a eu des périodes, en tout cas une tendance naturelle dans l'après-Covid en 2022 à rester le plus souvent dans son cercle familial, donc les cambriolages ont diminué. Par contre, les violences conjugales ont considérablement augmenté et les règlements de compte entre gangs ont considérablement également évolué. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La Guadeloupe souffre d'un problème, c'est celui de la perméabilité de ses frontières, où
toutes sortes de stupéfiants, en tout cas d'éléments qui sont de nature à créer les conditions de l'argent facile et qui interviennent chez nous, font qu'il y a des gangs, en tout cas des structures organisées qui s'entretuent et qui, si vous voulez, entrent dans une situation d'organisation dont je crains qu'elle n'est pas en train de dépasser les capacités des forces de l'ordre à réagir, en raison de l'insuffisance des moyens d'une part, mais également en raison des difficultés qu'auront les forces de l'ordre de pouvoir également contrôler nos frontières, puisque le contrôle des frontières est réservé à une catégorie particulière d'agents. Donc nous sommes en 2022 dans une situation d'augmentation de la violence globale, et en 2023, compte tenu de ce que j'ai dit sur la pauvreté, il y a fort à parier que la situation 2023 ne s'améliore pas. Il faut, sur le plan de la sécurité à la Guadeloupe, un véritable plan Marshall, donner aux forces de l'ordre les moyens qui leur permettent de pouvoir, dès le départ, éviter toutes les formes de trafic et la perméabilité des frontières. Et quand je dis les trafics, depuis les trafics illicites de stupéfiants jusqu'au trafic humain, puisqu'on sait bien qu'il y a une immigration clandestine que personne ne peut nier, en tout cas qu'on palpe du doigt tous les jours. Et donc, sur cet aspect-là, 2023 doit être, me semble-t-il, l'année où les pouvoirs publics tentent à réagir. J'ai consulté le budget 2023 et en particulier l'action du programme qui concerne les moyens attribués pour les forces de l'ordre, et malheureusement je n'ai pas vu d'attribution de moyens qui soit proportionnée par rapport à l'importance du phénomène et l'ampleur de la violence. Nous verrons ce que nous apporte 2023, même si en ce qui me concerne, je ne vous cache pas mon côté très prudent, pour ne pas dire pessimiste. Nous avons donc terminé avec la problématique sociale. Je vous propose que nous fassions un tour sur les grands événements politiques qui ont marqué l'année 2022 à la Guadeloupe. Sur le plan politique, on peut retenir 3 événements. L'élection du président de la République, jusqu'au mois de mai. Ensuite, au mois de juin, les législatives, mais également ce même mois de juin, l'appel de Fort-de-France. Et vous verrez que tout est lié. D'abord, en ce qui concerne les présidentielles, la Guadeloupe a très largement voté pour la candidate du Rassemblement national. Ce qui veut dire qu'il y avait par conséquent là, et je l'ai toujours dit, l'expression d'un vote contestataire. Quel que soit celui qui aurait été opposé à l'actuel président de la République réélu, candidat alors, il aurait eu le soutien de la Guadeloupe, qui d'ailleurs, lors du premier tour, a soutenu largement Jean-Luc Mélenchon, et lors du deuxième tour, a soutenu la seule alternative possible, à savoir Marine Le Pen. On a également constaté à la Guadeloupe qu'au mois de juin, il y a eu les élections législatives, que dans le cadre de ce vote contestataire, eh bien, écoutez, la députée Justine Benet a perdu son mandat. Dans la troisième circonscription, Madame Vainqueur ne se représentait pas. Et on a constaté également que Rudy Tolassi, il s'en est fallu de peu qu'il soit député de la troisième circonscription, la quatrième circonscription étant celle de Madame Vainqueur, qui ne se représentait pas. Que peut-on dire? C'est qu'il y a actuellement un vote contestataire, mais global, puisqu'on ne peut pas dire que ce vote est particulièrement ciblé sur les élections nationales, puisqu'une année avant, en 2021, il y avait eu les élections régionales et départementales, et l'on a constaté que très peu de Guadeloupéens s'étaient rendus aux urnes, que le président de région
a été élu à peine avec un peu plus de 2 Guadeloupéens, de 2 électeurs sur 10, que pour les départementales, aucun candidat n'a pu obtenir 25% des inscrits au premier tour, c'est vous dire comment il y a eu un désintérêt total. D'ailleurs, il y a eu plus de votants pour les présidentielles, pour Marine Le Pen par exemple, qu'il n'y a eu de votants pour le président du conseil régional. C'est bien la preuve qu'il y a une logique, mais il y a également maintenant une logique de défi qui s'est très largement exacerbée et qui n'a pas échappé à la classe politique, puisque quand je vous disais que tout est lié, l'appel de Fort-de-France intervient au mois de juin, après les législatives, et vous aurez compris qu'à partir du moment où les élus sont défiés, tant au niveau local qu'au niveau national, il faut qu'ils trouvent, en tout cas, des éléments permettant d'être plus efficaces dans les politiques publiques. Et parmi ces éléments, il semble enfin émerger la conscience que avoir davantage de moyens d'intervenir dans les politiques publiques serait de nature à restaurer, en tout cas pour partie, la confiance entre les électeurs et l'électorat. C'est la raison pour laquelle 2023 est là, j'en suis persuadé, 2023 verra une modification de la Constitution, et cette modification qui concerne la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie sera certainement, en tout cas, une occasion pour les territoires ultramarins qui sont encore régions, départements ou qui sont en collectivité unique comme la Martinique ou la Guadeloupe, de pouvoir, 1, définir de nouvelles compétences, 2, de pouvoir également envisager la possibilité d'établir davantage de règles. Je voudrais simplement rappeler, parce que les élus souvent disent que rien ne se fera sans l'aval de la population. Cet aval de la population est nécessaire quand on passe du statut de région monodépartementale, donc de DROM, département-région d'outre-mer, au statut de collectivité unique. Là, il s'agit effectivement de consulter la population, puisque c'est une évolution statutaire. Je rappelle que quand on passe de l'article 73 à l'article 74, c'est une évolution de régime, ce n'est pas une évolution statutaire. Maintenant, pour simplement demander de nouvelles compétences, demander de nouvelles habilitations, demander des adaptations, il n'est point besoin de consulter la population, ce sont des décisions que les élus peuvent prendre d'eux-mêmes et qu'ils doivent de toute façon prendre, puisque c'est le seul moyen, si demain ils veulent modifier les institutions, d'avoir fait déjà leurs preuves aux yeux de la population, de telle sorte qu'ils puissent après, même s'il y a un dissensus politique, emporter le fait qu'ils puissent demander davantage de pouvoir en ayant fait la preuve qu'ils ont été en mesure d'exercer ce pouvoir. Le temps de l'identité législative sécurisante est dépassé et la loi sur la différenciation, la loi de février 2022, est là pour le rappeler, et la modification constitutionnelle qui interviendra en 2023, de toute façon, va donner de nouvelles possibilités, va donner de nouvelles perspectives. Mieux vaut que nos élus anticipent ce dont ils ont besoin plutôt que la loi constitutionnelle intervienne et puis qu'ils soient en train de s'adapter bon gré mal gré à des situations ou en tout cas à des enjeux qui leur auront été quasiment imposés. Il n'empêche qu'actuellement, la situation semble interpeller et nous verrons en 2023 lors du prochain congrès quelles sont les dispositions en tout cas qui seront traitées et les dispositions qui seront arrêtées. Voilà donc, me semble-t-il, sur le plan politique, c'est les principaux événements qu'il fallait retenir. Je vous propose de passer à notre avant-dernière rubrique qui concerne la culture et le sport. Concernant la culture et le sport, deux événements, me semble-t-il,
sur le plan sportif ont attiré l'attention, en tout cas qui concerne directement la Guadeloupe. Je ne parlerai pas de la Coupe du Monde, mais je parlerai d'abord de la Route du Rhum. Alors, exploit sportif, puisque le dernier parcours, le record de 2018 a été battu de près de 20 heures. Et 3 candidats ont battu ce record. C'est vous dire que la technologie évolue, que les ultimes, ceux-là même qu'on appelle maintenant les bateaux volants, vont de plus en plus rapidement, des matériaux de plus en plus légers, avec une technologie de plus en plus élaborée. Et par conséquent, il faut s'attendre au fur et à mesure que le temps passe, que les marins, en tout cas ceux qui sont sur ce type de navire, les ultimes, puissent traverser l'Atlantique dans beaucoup moins de temps. On est pour l'instant, je crois, à 6 jours, 19h47 minutes et quelques secondes. Il y a de fortes chances qu'en 2024, qu'il puisse y avoir encore à nouveau un record battu. Il n'empêche qu'il y a une certitude pour l'avenir, c'est qu'une convention a été signée qui nous garantit qu'en 2026, eh bien, la Route du Rhum arrivera à nouveau à la Guadeloupe. Je voudrais également profiter pour saluer 3 Guadeloupéens qui sont arrivés dans le cadre de cette Route du Rhum. Et depuis Rodolphe Sefo qui a manqué d'une place, la 4e place dans sa catégorie, avec ensuite Willy Vicente et Kenny Pipierol qui n'a pas hésité à faire une escale technique et ensuite à se rendre le défi à lui-même puisqu'il savait qu'il n'était pas, si vous voulez, en jeu, et a pourtant traversé l'Atlantique en arrivant avant la fermeture. Ça veut dire que sur le plan sportif, nous avons des navigateurs de plus en plus performants et donc il y a tout lieu de penser que cette dynamique continuera en 2023. D'ailleurs, il semblerait que Kenny Pipierol et même, en tout cas, caresse le rêve de pouvoir participer au Vendée Globe. Donc sur le plan sportif, il faut reconnaître que c'est un événement qui a son côté très émotionnel, puisque quand même traverser l'Atlantique avec ce qu'il peut y avoir d'incertitude, de lutte contre les éléments naturels, l'affrontement avec des imprévus, constitue effectivement un exploit sportif dont il convient de rendre hommage. Maintenant, sur le plan culturel, je terminerai en beauté, puisque le Miss Guadeloupe a été élue Miss France. Ce qui est surprenant, c'est que son succès avait déjà été modélisé par des systèmes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que compte tenu des critères utilisés d'habitude par ceux qui votent en général par Internet ou bien par SMS ou par téléphone concernant l'élection de Miss France, il y a un organisme dont je ne citerai pas le nom qui a modélisé ces logiques et qui, dès le jeudi, avait dit que de toute façon, Miss Guadeloupe était déjà la favorite. Maintenant, il faut lui reconnaître 3 qualités. Elle est très belle, sur le plan esthétique. La deuxième qualité, pour une jeune fille de 18 ans, elle s'exprime avec une aisance qui est louable. Et puis, il faut louer sa modestie par rapport au fait qu'elle n'a pas caché qu'il s'agissait là d'un rêve d'enfance. Et lorsqu'on interrogeait sa mère, qui était d'ailleurs une première dauphine de Miss Guadeloupe, sa mère disait comment, toute petite, notre actuelle Miss Guadeloupe, devenue Miss France, prenait son écharpe et donc se voyait déjà Miss France. C'est un rêve qui se réalise, un conte de fées, comme quoi parfois certains rêves peuvent devenir réalité. Dans tous les cas, j'ai eu plaisir au cours de cette année 2022 à échanger avec vous. Je ne voudrais pas quitter cette dernière émission sans une pensée pour Mario Moradel, qui nous a quittés précipitamment, trop précipitamment, et nous verrons en 2023
si nous avons encore cette occasion exceptionnelle de pouvoir nous retrouver de manière hebdomadaire pour faire l'analyse de l'actualité. En tout cas, bon réveillon de la Saint-Sylvestre. C'est le moment où vous devrez faire des plans pour 2023 en vous appuyant sur l'expérience de 2022. Et j'espère que la nuit de le réveillon sera calme et que, comme je vous dis chaque fois, que ce sera également une nuit douce en pensée et en projection dans l'avenir. Merci pour votre attention et peut-être à l'année prochaine.